Bon, merci d'être venu. Je vous présente Patrice Goyot, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous ne l'avez jamais vu dans les réunions publiques, il était venu il y a quelque temps. Donc Patrice Goyot est un ancien ingénieur à la retraite de RTE. C'est la filiale d'EDF qui s'occupe de transport d'électricité, c'est-à-dire les lignes à haute tension. Il est également administrateur de Robin des Toits au national. Tous les deux, on est administrateur de Robin des Toits Tarn. Et il a une particularité, c'est qu'il travaille dans les salles de machines, les salles de dispatching en tant qu'ingénieur. Il avait plein d'écrans autour de lui. Au-dessus, il y avait des antennes relais. Et ça l'a rendu malade. Donc, électrosensible. Hypersensible. Il a à la fois la compétence scientifique, il a à la fois, je dirais, la compétence sensitive, si on peut dire. Donc, il sait de quoi il retourne quand on est malade. Et il est également sur le terrain avec nous au niveau de Robin des Toits, puisque le CMGA, vous savez que le CMGA est en partie prenante avec Robin des Toits notamment, et également France Nature Environnement. Voilà. Donc voilà, je lui laisse la place. Merci Marc. Bonsoir et merci d'être venu. Je suis très heureux de participer à cet événement ensemble. Donc Marc m'a demandé d'intervenir autour d'un devoir de philosophie dont le titre serait « Que veulent les opérateurs du numérique ?» Voilà, c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a planché de faire un exercice à partir de cette question. Alors, moi, ma première réponse, ce serait beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et bon, c'est simpliste. Mais en même temps, c'est aussi ça. Voilà, dans cette conférence, je vais aborder différents thèmes liés justement à tout ce qui concerne le monde du numérique, les différentes ondes électromagnétiques auxquelles nous sommes de plus en plus exposés et confrontés, quelles sont leurs finalités, leurs avantages, leurs inconvénients, le rapport bénéfice-risque, bien sûr, par rapport à ces technologies. Bien, alors, je vais commencer d'abord par une citation d'Einstein, parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Il dit « Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Voilà. Dont acte. Alors, je ne prêche pas pour un activisme absolu, mais il est bien évident que la politique de l'autruche n'a jamais porté beaucoup de fruits. Voilà. Bien sûr. Alors, pour en revenir donc à notre exposition aux ondes électromagnétiques, je vais quand même parler, pas tellement parler de techniques et d'impact sur la santé, parce que je pense que c'est des choses qui sont intimement connues. Je préférerais en parler à la fin, si vous avez des questions par rapport à ça. Là, je pourrais en parler parce qu'effectivement, comme le dit Marc, j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc, j'ai appris à me protéger, à avoir une hygiène de vie, aussi bien au niveau de mon logement que de mon alimentaire ou d'exister, qui me permet maintenant d'aller quand même beaucoup mieux. Donc, de pouvoir venir, notamment dans les grandes villes, plusieurs heures d'affilée, sans sentir trop de symptômes. Voilà. Il y a ça. Je connais à peu près les impacts médicaux et sanitaires liés à cette exposition aux ondes selon les différents types de fréquences, donc on peut en parler si ça vous intéresse. Ensuite, quels sont les moyens de réduire son exposition à ces ondes? Comment s'en protéger? Est-ce qu'il y a des solutions simples, peu onéreuses, etc. Là aussi, on peut en parler, si on peut échanger par rapport à ça, si vous le souhaitez, donc lors des questions. Voilà, il n'y a aucun souci. Si vous-même vous avez des suggestions, et vous voulez prendre la parole par rapport à ça, vous êtes les bienvenus. Voilà. Les ondes électromagnétiques ont toujours existé. C'est-à-dire, on a de sujet à une exposition à des ondes naturelles, mais qui physiquement ne sont pas du tout les mêmes que les ondes artificielles. Les ondes naturelles sont ce qu'on appelle des ondes scalaires, qui ont des champs électromagnétiques qui se propagent très différemment des ondes artificielles, et qui ont aussi des niveaux d'émission très faibles. Donc ils rayonnent très peu. Par exemple, les bombardements de neutrinos en provenance du Soleil sont un exemple. Voilà. Les ondes électromagnétiques artificielles, on va dire qu'il y en a globalement de deux sortes. Il y en a qui sont en signaux continus. Si on prend par exemple des ondes TV, les ondes radio classiques, la radio FM, etc., ce sont des ondes qui présentent une sinusoïde, comme le courant 50 Hz, mais par contre à fréquence beaucoup plus rapprochée. C'est des ondes qui sont entre 200 MHz et 200 millions de Hz, voire plusieurs ensuite milliards de Hz, etc. Ces ondes-là sont émises en flot continu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un continuum. Donc le corps les reçoit, certes,
Mais enfin, il n'y a pas d'impact violent. Hein. Les ondes électromagnétiques artificielles dès la téléphonie mobile, des compteurs Linky avec le courant porteur ligne, hein, et encore plein d'autres, notamment par exemple les micro-ondes, enfin du four à micro-ondes, les téléphones DECT sans fil, la Wi-Fi, le Bluetooth, le téléphone sans fil DECT, ce sont des ondes pulsées. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas des ondes qui présentent une sinusoïde en flot continu. En fait, ce sont des impulsions qui sont extrêmement fréquentes. Donc on va passer en un temps très court, de l'ordre de milliardaires de secondes, d'une valeur 0 à une valeur beaucoup plus importante. Ce sont des créneaux, ça t'attaque, t'attaque, t'attaque. C'est comme des crépitements. Hein. Et donc le corps et nos cellules reçoivent ça. Donc avec et des milliards de fois par seconde. Quand on a par exemple des fréquences comme celle de la 3G ou la 4G qui sont de plusieurs gigahertz. Hein. Et c'est ça en fait ce problème, cet impact-là permanent, ce crépitement hyper rapproché qui va provoquer des dommages au niveau corporel, au niveau de notre cellule, de nos cellules, au niveau du cerveau, etc. Alors ensuite, dans les gammes de fréquences, eh bien les premières dans les très basses fréquences, on a ce qu'on appelle le courant alternatif de 50 Hz, donc que l'on utilise pour faire fonctionner nos appareils. Donc c'est EDF qui le produit et aussi en grande partie le vend en France, d'accord, avec des disques des distributeurs monopolistiques. Ce courant 50 Hz n'est pas non plus anodin. Hein, on y reviendra après. Au-delà des fréquences de 50 Hz, on se retrouve avec le courant porteur ligne, justement du compteur Linky, qui a des fréquences qui vont de 35 000 à 95 MHz. Mais par contre, qui ne sont pas des radiofréquences aériennes, ce sont des fréquences qui s'établissent dans les fils électriques. Je ne parlerai pas dessus parce que je pense que vous connaissez tous, sauf si vous avez des questions. Dans les fréquences un peu plus élevées, alors ça, ce sont des signaux aussi, ce sont des impulsions très, très courtes et très rapides. Hein. Donc on est encore dans le cadre de signaux cachés qui peuvent être nocifs. Et c'est en fait le rayonnement des câbles dans lesquels circulent ces fréquences-là qui peut avoir un impact sur le plan sanitaire. Hein, parce que les fils rayonnent. Ensuite, dans les fréquences un peu plus élevées, on va par exemple avoir ce qu'on appelle le CPL domestique, c'est-à-dire les prises Internet, par exemple, pour véhiculer le signal Internet dans votre maison à travers les câbles. Alors ça va entre 10 millions et 80 millions de Hertz. Mais par contre, contrairement au CPL du compteur Linky, ce sont des valeurs d'intensité de signaux beaucoup plus faibles. À preuve, le CPL du compteur Linky peut se propager dans des fils jusqu'à 2 ou 3 km de distance avant d'être atténué. Alors qu'un courant porteur ligne de prise Internet, en général, c'est entre 20 et 30 mètres. Dans les fréquences supérieures, après, on a ce qu'on appelle les fréquences électromagnétiques à flot continu. Ce sont effectivement les fréquences pour émettre la télévision hertzienne, ou la TNT, pour émettre aussi les radios, la FM par exemple. Ce sont des fréquences qui vont entre... alors la télévision, autrefois c'était entre 40 et 60 MHz, maintenant la TNT, la fréquence qui a été achetée pour la TNT, c'était autour de 700 MHz je crois, hein, la TNT numérique. Vous avez après la modulation de fréquence, donc c'est entre 88 et 108 MHz en France. Voilà. Et au-delà, on se retrouve, alors il y a aussi les fréquences des compteurs Gaspard, des compteurs connectés Gaspard, qui vont être acheminés et ordonnés par radiofréquence avec un petit émetteur. La fréquence est des 169 millions de Hertz, 169 MHz. Alors pour faire simple, quand je parle de milliers de Hertz, on appelle ça des kilohertz. Quand je parle de millions de Hertz, on appelle ça des mégahertz. Quand je parle de milliards de Hertz, on appelle ça des gigahertz. Hein, voilà, pour simplifier le discours. À partir des valeurs de 700 MHz, on se retrouve avec les gammes de fréquences d'émission de la téléphonie mobile. Hein, la plus ancienne génération existante actuellement, c'est ce qu'on appelle la 2G, le réseau Edge, qui permet d'effectuer de la téléphonie, de téléphoner, de recevoir et d'émettre des appels, de recevoir et envoyer des SMS. C'est ce qu'on appelle de la téléphonie pure. Hein. Par contre, on ne peut pas émettre et recevoir des données en masse. Hein. C'est à partir de la 3G, qui est arrivée à peu près il y a une dizaine d'années, la 3G a été développée alors, à des fréquences qui vont de 800
jusqu'à 2100 MHz. Donc 2100, ça correspond à 2,1 GHz. Il y a différentes fréquences selon les opérateurs et selon les zones. Alors à partir de la 3G, en fait, on a des débits suffisants pour arriver justement à faire ce qu'on appelle de l'Internet mobile. C'est-à-dire que le téléphone n'est plus simplement un téléphone, ça devient ce qu'on appelle un smartphone. Donc on peut non seulement recevoir des SMS et téléphoner, mais aussi se connecter sur Internet, avoir des messageries, recevoir des messages, des notifications, etc. Donc on commence déjà à rentrer dans le cadre de l'Internet mobile. Voilà. Ça a été accentué avec l'avènement de la 4G il y a environ 4-5 ans, qui émet à peu près sur des bandes de fréquences à peu près semblables. Par contre, le protocole de communication des antennes de 4G est un peu différent. Là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Quelle est la différence entre la 3G et la 4G? Et bien sûr, on s'achemine tranquillement vers ce qu'on appelle la 5G, qui va arriver, qui va commencer à être déployée peut-être dans 2 ans en France, qui va être déployée par anticipation en Suisse à partir de la fin de l'année, qui est déjà déployée aux États-Unis avec une très très forte levée de boucliers de la part des riverains, de la part des citoyens, de la part de communes aussi, de mairies, notamment en Californie. C'est aussi commencé à être déployé en Italie. Alors, ce qui est symptomatique de l'intérêt que suscite cette technologie auprès des opérateurs, pourquoi? Parce qu'ils vont gagner un argent fou. C'est qu'en fait, il n'y a aucune structure en France, dans les pays où le développement a commencé, il n'y a aucune structure prévue pour l'instant, mais par contre, ils sont déjà pas déployés. Et parallèlement à ça, dans des fréquences, on se trouve ensuite au niveau des fréquences de l'ordre entre 2 et 5 GHz, avec les réseaux Wi-Fi, les DECT des téléphones portables. Les téléphones DECT sont des téléphones fixes sans fil dans les maisons. Alors qui émettent en général autour de 2100 MHz, 2,1 GHz, donc comme la 3G par exemple ou le 4G. Alors ce sont les pires ceux-là, contrairement aux apparences. Ils sont pires que les téléphones portables, dits portables, ils sont pires que la Wi-Fi, parce qu'ils ont des portées de 300 mètres à partir de la base. Voilà. Et remplacer ça par un bon vieux téléphone fixe, avec un fil. Avec un câble. Et actuellement, ils en mettent partout. Les gens n'ont pas d'informations selon laquelle ce téléphone est extrêmement toxique sanitairement. Non, mais je veux dire, les téléphones avec des fils, on en trouve où? Ah oui, bien sûr. Oui. Vous avez les adresses, on est pas là. Sur Internet, vous en trouvez plein. Non, mais déjà, il existe des téléphones. Les téléphones filaires, ça existe. Même chez Orange, ils en proposent. On peut en acheter. Par contre, il n'y a pratiquement plus de téléphones comme autrefois, c'est-à-dire des téléphones qui ne marchent qu'avec le réseau commuté, c'est-à-dire qu'ils ont juste un cadran, ils ne sont pas numériques. Et quand je parle d'un téléphone fixe sans fil, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fil, pas de câble. Un téléphone fixe peut être aussi numérique, c'est-à-dire qu'il peut avoir un câble qui sera lié au 220 pour l'alimenter, parce qu'il est un peu électronique, mais par contre, il n'est pas toxique au sens il n'émet pas d'onde. Et ensuite, on se retrouve donc la Wi-Fi. Alors la Wi-Fi émet à partir des box Internet, émet sur 2 fréquences. 2,1 GHz et 5,5. Alors, la fréquence haute permet évidemment de transiter beaucoup plus de données, parce que de toute façon, en règle générale, plus on émet à très haute fréquence, plus on est capable d'avoir des très larges bandes, donc d'avoir de plus grandes transmissions de données. Si on a des plus grandes transmissions de données, pour donner un exemple, par exemple, avec la 3G sur un téléphone portable, smartphone, je peux à peu près regarder une vidéo sur YouTube, par contre, si elle n'est pas en trop haute définition. Autrement, ça risque de hacher. Avec la 4G, avec la Wi-Fi, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc, en fait, on va utiliser de plus en plus ces très hautes fréquences de façon à pouvoir améliorer la vitesse de transmission de données. On appelle ça des larges bandes. Dans la panoplie des objets connectés, il y a aussi ce qu'on appelle le Bluetooth. On va le retrouver aussi. Le Bluetooth émet pratiquement aux mêmes fréquences que la Wi-Fi. Par contre, ils ont des distances de portée. Le Bluetooth domestique, notamment un Bluetooth d'ordinateur, un Bluetooth de voiture, par exemple de la station radio de la voiture, ça a une portée d'environ 10 mètres. Il n'empêche que c'est quand même, comment dire, sanitairement, ça émet des ondes. Qui sont mesurables, avec les appareils ad hoc, on peut les mesurer. Donc on a le Bluetooth. Alors on a aussi par exemple un espèce d'engin qu'on aurait dû interdire dès sa sortie dans le commerce, qu'on appelle les babyphones. Les babyphones, on s'en sert justement pour, quand on est en bas de la télé, on écoute les enfants qui pleurent, s'ils parlent, ils pleurent, ils attendent quelque chose en haut dans leur chambre.
Ça, c'est une catastrophe sanitaire, ça, d'avoir le babyphone qui va être mis à proximité de bébé, hein, qui met des ondes, qui met les mêmes ondes, les mêmes fréquences que la Wi-Fi, c'est exactement pareil, c'est la même chose. Hein. Donc là aussi, c'est vraiment un truc à proscrire complètement. Voilà. Et après, il y a tout un panoplie des objets connectés, les montres connectées, tous les petits zinzins qu'on va nous vendre maintenant, le lit connecté pour savoir sur combien d'heures on a dormi. Tous les progrès technologiques qu'on nous propose ne sont pas forcément bons à prendre. On l'a bien vu avec le nucléaire, par exemple, c'est avec la bombe atomique. D'accord ? Je pense qu'il y a des sauts technologiques qui ne sont pas utiles. Une avancée technologique qui peut être intéressante pour effectivement améliorer notre cadre de vie, notre hygiène de vie, notre bien-être, notre confort personnel, etc., le confort de la population. Mais au-delà, si on en propose plus, on peut considérer que ce sera à notre détriment, au détriment de notre porte-monnaie, de notre santé, mais par contre pour le bien-être des porte-monnaie des opérateurs industriels. Moi j'ai un smartphone, je l'utilise quand il est chez moi, s'il est en actif, je le mets au moins 1 mètre de moi, parce que la 3G, ces ondes sont vraiment diminuées dès lors qu'on se trouve à 1 mètre à peu près. Hein. À la 4G, il faut au moins 2 mètres de distance. Donc je reste qu'en 3G. Et mon téléphone donc est à 1 mètre de moi quand je suis à la maison. Quand je l'ai sur moi, quand je suis en déplacement en voiture, il est en mode avion ou arrêté. Je considère que la 3G me permet de faire largement ce que je veux, à savoir téléphoner, envoyer des SMS, en recevoir, aller sur mes messageries que j'ai, mes applications messagerie comme ça qui permettent de consulter sur mon téléphone quand je suis en déplacement ou que j'ai pas accès à mon ordinateur facilement. Je peux aussi de temps en temps aller faire un petit tour sur YouTube, voilà, regarder des bricoles, aller un peu sur les... Si j'ai un lien dans un message qui m'envoie sur un site internet pour d'informations, je peux y aller dessus, voilà. Moi, la 4G me sert à rien. Je m'en sers jamais. Ça m'est complètement étranger. Et d'autant que la 4G, justement, ça commence à devenir peut-être toxique en termes de technologie et la façon dont les ondes sont générées. Et j'en parlerai si vous avez des questions. Voilà. Donc c'est un exemple. Hein. Nikola Tesla, au début du XXe siècle, qui a été vraiment le père de l'électromagnétisme, qui a établi les lois fondamentales en physique et les équations, a été le premier électro-hypersensible de l'humanité. Et pour donner un exemple, les gens ne savaient pas. Hein. Alors le problème, enfin, en fait, dans notre société, c'est que on nous balance tout un tas de produits technologiques. On nous promet que ça va être super pour notre confort de vie, pour améliorer, etc. On va pouvoir voir des vidéos en ultra haute définition. Mais par contre, on nous vend que ça. On nous vend pas le reste. Hein. Le reste, c'est l'impact sanitaire, c'est les maux de tête, c'est les insomnies, c'est les dépressions, c'est peut-être des possibles tumeurs cérébrales, etc. Avec l'exposition. Alors le monde du numérique, je lis la phrase que j'ai écrite parce que c'était pour me souvenir, mes techniques. Le monde du numérique donc balise et bétonne au fur et à mesure de ses déploiements technologiques. Alors de quelle façon? D'une part, il va d'abord, comme je l'ai précisé tout à l'heure, justement, noyer la population à travers les médias et à travers des études scientifiques en général biaisées, avec des scientifiques qui sont en plein conflit de terre avec eux. Il va leur avancer, il va leur vendre la sauce selon laquelle ces ondes-là ne sont pas dangereuses, il n'y a aucun effet quasiment dessus. Par contre, ça vous apporte beaucoup de confort, beaucoup de progrès, beaucoup d'avantages, etc. Voilà. Hein. Alors, de quelle façon font-ils ça? On va prendre un exemple, c'est par exemple des valeurs de maximum d'exposition aux ondes électromagnétiques selon les fréquences. Hein. Alors, vous savez que par exemple, par catégorie de fréquence, hein, il y a des normes qui sont officielles, qui ont été validées par les pouvoirs publics français, d'exposition permanente à ne pas dépasser. Si je prends le cas par exemple de la fréquence des courants portaliens du courant Linky, c'est 87 volts par mètre. Si je prends la fréquence de la téléphonie mobile, en allant des plus basses vers les pots de fréquence, on part de 41 volts par mètre jusqu'à 61 volts par mètre. Alors si on se fie aux expertises indépendantes qui ont été effectuées dans le monde entier depuis environ 30 ans, et des études qui ont été faites aussi, on peut considérer qu'au-delà de 6 volts par mètre, on est déjà dans des valeurs d'exposition extrêmement dangereuses. Quand on approche les 20-30 volts par mètre, c'est quasiment des valeurs létales, c'est-à-dire qui peuvent effectivement engendrer la mort à plus ou moins court terme. Alors pourquoi ces valeurs sont si hautes? Alors d'une part, scientifiquement, elles ne prennent en compte que les effets thermiques des ondes. Hein.
Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on est encore dans le principe du micro-ondes. Années 50-60, il y avait des radars qui émettaient sur des fréquences extrêmement élevées. Les opérateurs radars étaient extrêmement malades. Donc on s'est dit, bon, il faut trouver des solutions pour les protéger. L'armée française ou américaine a vendu les fréquences d'émission des radars, de ces radars, à des opérateurs privés. C'est à partir de là qu'est née, au début des années 80 justement, la téléphonie dite mobile privée, et ensuite, à partir des début 90, la téléphonie mobile dite publique, qui se sont établis sur des fréquences qui étaient autrefois utilisées par l'armée. Alors ils se sont dit, les radars c'était des puissances de transmission d'ondes extrêmement élevées. Si par contre on utilise ces mêmes fréquences pour transmettre ces mêmes ondes mais avec des intensités moins fortes, normalement peut-être la population ne sera pas affectée. Sauf que malheureusement elle l'est. Alors quand on émet à des très hautes fréquences, il y a effectivement ce qu'on appelle des effets thermiques, c'est-à-dire la pollution de chaleur. Si on téléphone pendant une demi-heure avec le téléphone à l'oreille, il est bien évident qu'on a une sensation de chaleur ici, transmission thermique, et pour preuve, quelqu'un qui téléphone depuis un quart d'heure, quand il expire, il produit de l'acétone. Il produit de l'élévation de la température de son cerveau et de son système respiratoire. Par contre, ces effets thermiques, si on peut les constater à des très hautes fréquences, c'est-à-dire dans des fréquences qui sont supérieures à 500 MHz, on ne les retrouve pas dans des fréquences plus basses. La fréquence du courant portonique est de quelques dizaines de kHz, il n'y a pas d'effet thermique. Mais par contre, il y a d'autres rayonnements. Et ces valeurs de normes ne prennent pas en considération justement ces rayonnements non thermiques. Ce qui est une grave erreur de la part des autorités sanitaires françaises. Mais ça résulte d'une intense manœuvre de lobbying de la part des opérateurs. Alors ces valeurs sont très élevées. Alors, elles ont été édictées par un organisme international, dit international, qui s'appelle l'ICNIRP. Alors c'est en fait un institut de protection, prétendument de protection des rayonnements non ionisants. Alors tout ce qui est rayonnement ionisant, c'est tous les rayonnements qu'on peut trouver dans la nature, à part les rayonnements nucléaires, radioactifs. Tout ce qui n'est pas radioactif, ce n'est pas ionisant, soi-disant. Alors ces valeurs, bien sûr, sont des valeurs qui ne tiennent pas du tout en compte des durées d'exposition, qui ne tiennent donc pas en compte des effets non thermiques, et qui ne tiennent pas compte non plus en fait des impacts sanitaires et médicaux de l'exposition aux ondes, surtout quand on est dans des zones à exposition multiple. C'est-à-dire qu'en fait on peut être exposé chez soi à la Wi-Fi, au DECT, au Bluetooth, au téléphone mobile, aux antennes relais qui est à l'extérieur, aux satellites qui traînent un peu partout, etc. Donc on est dans une espèce d'électrosmog permanent, on est dans un bas de fréquence. En fait, plus on est exposé à plusieurs fréquences d'origine différentes, ça va exacerber le risque de symptômes et d'effets sanitaires. Donc ça c'est important aussi à savoir. Et bien sûr, ces valeurs-là, donc cet organisme ICNIRP, en fait, est un organisme totalement noyauté, contrôlé par les opérateurs et par les industries. Donc on se retrouve dans un système où l'ICNIRP en 2002, elle aurait préconisé des valeurs d'exposition extrêmement élevées. Et pour preuve, donc en 2002, la France, qui n'était pas obligée d'accepter ces valeurs-là, les a acceptées, alors qu'à contrario, à côté, nos voisins suisses, par exemple, se sont dit non, on ne dépassera pas 6 volts par mètre. En Suisse, c'est pareil. En Suisse, je crois qu'en Italie, je crois qu'ils sont à 4 volts par mètre, un truc comme ça. En Russie, ils sont à 1 ou 2 volts par mètre, enfin en Chine, 0,6. Donc en France, on est le plus mauvais élève pour ça, dans le monde entier. Un des plus mauvais élèves, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont aussi mauvais que nous. Mais quand même, voilà, on n'a pas su faire... il aurait été difficile de faire pire. Voilà. Et donc, c'est simplement parce que les pouvoirs publics de l'époque, en fait, ont été complètement assujettis au lobbying de l'industrie de la téléphonie mobile. Voilà, et des radiofréquences. Et pour preuve, avec l'avènement de la 5G, je ferai un topo sur la 5G en fin d'intervention. La 5G, on verra que, comme ils vont mettre des réémetteurs pratiquement tous les 100 mètres en ville, compte tenu des spécificités de cette technologie, on va se retrouver avec des valeurs d'exposition qui vont être de 30 ou 40 volts par mètre à 20 mètres de l'antenne. Et il y en aura partout en ville. Donc l'ICNIRP, Malines,
a proposé récemment l'élévation des normes actuelles. Ce sera de 80, on va passer de 61 volts par mètre à 90 volts par mètre pour les zones domestiques, dites d'habitation, et à 200 volts par mètre pour les zones dites de travail. Donc les zones industrielles, zones de commerciales, zones d'activité. Ensuite, pour l'implantation d'antennes relais et de toute antenne susceptible d'émettre des ondes, que ce soit du compteur Linky, que ce soit des compteurs AOG avec le système Aquarius, que ce soit Gaspard pour le gaz. En fait, c'est la simplification des règles administratives. Pour les antennes relais, par exemple, il y a eu des bagarres qui ont été faites pendant des années jusqu'à ce que, notamment la loi Abeille soit bien que détricotée et simplifiée, soit quand même votée en 2015. Donc, le maire a été consulté en vue d'une antenne relais. Il devait ensuite informer la population. Et quand le permis de construire pour l'antenne était ensuite affiché sur le site, il y avait 2 mois de recours. Depuis récemment, il y a eu ce qu'on appelle la loi Elan. La loi Elan qui a été votée en Assemblée nationale récemment, qui est une loi sur le logement. Mais il y avait l'article 51 qui était ce qu'on appelle un cavalier législatif, dans lequel, justement, on détricotait complètement la loi Abeille. Par exemple, le délai de recours passait de 2 mois à 1 mois, les règles administratives étaient simplifiées, le maire ne pouvait plus s'opposer à l'implantation d'antennes relais, hein, il était même plus obligé, il n'avait plus l'obligation de consulter ou d'informer sa population, etc., etc. Donc tout est fait pour leur donner un boulevard d'autoroute. De la même façon, je crois que aussi dans le cadre de l'élimination de ce qu'ils appellent les zones blanches, c'est les zones où effectivement on n'a pas d'internet, on n'a pas de téléphonie mobile, les opérateurs sont incités justement à faire ce qu'il faut pour les éliminer. En contrepartie, on leur donne de gros avantages en termes de rachat, d'achat des fréquences justement sur lesquelles ils vont émettre. Pratiquement la gratuité. Ensuite, donc, on a bien vu qu'il y avait ce qu'on appelle le déni des risques sanitaires. Hein. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont biaisées parce qu'on sait qu'une étude scientifique se fait à partir d'un protocole établi. Si le protocole établi à l'avance est faussé, ça s'est vu par exemple lorsque l'Agence française nationale des fréquences a fait des mesures de compteur Linky. Si on regarde le protocole, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est du grand n'importe quoi. Il se ridiculise dans la façon dont le protocole a été établi. C'est un protocole totalement hors sol qui permet d'avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. C'est exactement ce qu'on appelle, c'est comme des alguettes, hein, des mesures de pollution faites en laboratoire qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Là, les mesures d'exposition aux fréquences, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Donc on a des études qui sont biaisées en termes de résultats. Et les études indépendantes qui donnent des résultats relativement alarmistes quand même par rapport aux ondes. Les autorités sanitaires soit les dénient, soit les récusent. Hein. Donc on est dans un système où enfin, on est dans un déni complet des normes sanitaires. En plus, il y a tellement de causes multifactorielles de risques de maladies dans les populations liées à l'environnement, pollution de l'air, alimentation, etc., que c'est extrêmement difficile de dire qu'effectivement, oui, si je suis malade, c'est à cause des ondes. Hein. Si à côté de ça, il y a la pollution de l'eau et compagnie, c'est difficile d'identifier la véritable cause, bien sûr. Donc ils l'ont facile. Hein. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la fabrique des consentements. Hein. La fabrique des consentements, c'est une théorie qui est utilisée depuis des décennies par les politiques, par les gens politiques, par ce qu'on appelle les spin doctors, des conseillers, des présidents et tout ça. Ce sont des manœuvres manipulatoires qui permettent de manipuler l'opinion pour leur faire accepter quelque chose sur lequel ils avaient des réticences. Hein. Alors le compteur Linky est très intéressant parce que le compteur Linky qui a été imposé de façon complètement antidémocratique, sans aucune consultation des populations, sans consentement, sans débat public, ni scientifique d'ailleurs, ni technique. Hein. Les conditions de déploiement, on sait ce qu'elles sont, c'est catastrophique. Hein. Et les pouvoirs publics se rendent compte qu'il y a effectivement, en face, il y avait une nouvelle bouclier, il y avait une résistance intégrale. C'est la réaction logique à quelque chose qui est imposé par la force dans le défi démocratique le plus complet. Qu'est-ce qu'ils font ? La Commission nationale du débat public a été missionnée pour installer un débat public participatif sur toute la France.
hein, où la population est invitée à aller sur les sites internet ad hoc pour donner son point de vue. Il y aura des scientifiques qui sont triés sur le volet pour répondre aux questions, et avec la participation des Enedis, bien sûr, parce qu'ils sont incontournables sur la question, etc. Ça vise à quoi? Ça vise simplement le pouvoir public, et Enedis, eux, ne remettent pas en cause le déploiement. La commission de débat public non plus. Le NIMKI est légitime pour eux, c'est légal. Le déploiement est légitime, c'est légal. Qu'est-ce qui se passe en fait? Simplement, c'est que la population est trop conne pour bien comprendre les enjeux. Donc il faut leur expliquer. C'est simplement une question de pédagogie. Voilà, c'est tout. Donc le débat public, c'est ça. C'est la raison pour laquelle nous Robin des Tours, on n'y participe pas. On l'a dit. Voilà. Alors donc je vais maintenant faire une revue des domaines industriels qui sont acteurs de cette transformation numérique. Et je vais commencer par l'électricité. Voilà, c'est un domaine que je connais bien quand même. Alors, dans les années 70-80, à l'époque où les radiofréquences existaient très peu, notamment il n'y avait pas de téléphonie mobile encore, que de téléphonie privée par satellitaire avec des appareils qui étaient gros comme ça. Ouais. On voyait ça dans les films avec les mafieux de la drogue, avec les cartels qui se téléphonaient entre eux, comme ça, dans un avion. C'était mignon. C'était les années 70-80, ça c'était en Colombie. Et puis, en fait, on était déjà sensibilisé à la problématique des ondes. Mais là, c'était les ondes très basse fréquence. Quand on dit très basse fréquence, c'est 50 Hz. Les réseaux électriques d'EDF généraient des ondes. EDF le savait, mais bien sûr ne le communiquait pas. Et dans le début des années 80, il y a eu des études qui ont été faites auparavant au Canada, qui n'ont jamais été publiées. Il y a eu des études qui ont été faites au centre département d'études et de recherche des années 80 à EDF, et ils ont pondu un rapport qui était carrément explosif, justement par l'impact des tensions sur la santé du vivant, parce qu'il n'y a pas que les humains, il y a aussi les animaux, hein, les vaches qui sont autour des pylônes. Et ce rapport était tellement explosif qu'en fait il a été mis à la poubelle par EDF, enfin pas mis à la poubelle, mais en tout cas il a été quand même dissimulé, hein, et c'était vraiment, c'était un rapport rédhibitoire, c'était vraiment un brûlot par rapport à tout ça. Mais là je vous parle des lignes de tension, bon par exemple, pour vous donner une idée des précautions à prendre, il ne faut jamais habiter à proximité de lignes de tension, même de lignes moyenne tension 20 000 volts par exemple, ce sont des lignes qui sont en souterrain ou en aérien, proches des habitations, dans les agglomérations, même dans les communes, même dans la ruralité. Et moi j'avais 3 exemples de personnes qui sont devenues électrosensibles parce qu'elles avaient une moyenne tension qui passait dans leur jardin, au-dessus de leur tête dans leur jardin, alors qu'elles aimaient le jardinage, etc. Alors elles ont été hypersensibles. Il ne faut pas résider en permanence à une distance correspondant à 1 mètre par kilovolt de la ligne. Si par exemple la ligne fait 20 000 volts, 20 kilovolts, il ne faut pas être à moins de 20 mètres. Hein. Si la ligne c'est une haute tension qui fait 400 000 volts, 400 kilovolts, il faut être à moins 400 mètres, etc. C'est une règle de base, mais c'est un minimum. Donc il faut faire attention aussi. Les transfos sont encore plus dangereux parce que ça rayonne énormément, ce sont des bobinages, donc ça rayonne beaucoup, donc faites attention. Si vous êtes à proximité d'un transformateur de quartier notamment, ou d'un poste électrique. Hein. Et même dans l'habitation aussi, les câbles ne sont pas blindés en France et rayonnent beaucoup. D'ailleurs, même le blindage ne suffirait pas d'ailleurs, parce que le blindage permet d'éliminer le rayonnement des champs électriques, mais pas celui des champs magnétiques, malheureusement. Donc là aussi, il faut faire attention, même chez soi. Dès qu'on a affaire à un courant alternatif de 50 Hz, ça crée un champ électrique et un champ magnétique. Hein, si vous voulez vraiment être dans une habitation saine sur le plan de votre électricité, il faut vous alimenter en courant continu. Et de préférence sans onduleur. Parce que en onduleur, c'est comme un transfo. Donc, là, quelles sont les finalités des compteurs Linky? Le compteur Linky, on en a largement parlé, c'est pas la peine de revenir dessus, sur la technologie. Ce compteur-là, je crois que j'avais dit dans une intervention que j'étais venu faire il y a quelques mois ici, que la dernière génération de compteurs Linky intègre ce qu'on appelle le protocole IPv6. Alors c'est Internet Protocol version 6. Hein. Cet Internet Protocol version 6 permet de communiquer, permet via le courant porte-ligne du compteur Linky de pouvoir prendre le contrôle commande et de communiquer avec des appareils connectés de la maison qui sont raccordés aux 220 volts.
qui sont raccordés électriquement. Hein. Alors s'ils sont équipés d'un système de modulateur, démodulateur, genre plus sérifiné par exemple, en fait, on peut parfaitement dialoguer avec eux et aussi leur envoyer à distance des ordres de montée baisse pour des appareils de chauffage, monter baisser le volume pour l'enceinte connectée, etc. Voilà, on peut faire tout ça. Hein. Alors, quel est l'intérêt? Il y en a plusieurs. Mais le plus intéressant pour EDF et Enedis et ces potes opérateurs, notamment les producteurs d'électricité, qui sont de plus en plus privatisés. Donc on va voir pourquoi. Ils sont très intéressés. Alors pourquoi? Alors jusqu'aux années 80, moi j'étais ingénieur dispatcher justement à Toulouse. Là, donc dispatching, en fait, on gérait les flux d'électricité sur le réseau. On essayait d'équilibrer à l'instant T, puisque l'électricité en général ne se stocke pas. On essayait d'équilibrer la production égale à la consommation à la fréquence de 50 Hz. Bon, point barre. Alors ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Mais la règle de base, c'était la suivante. On laissait faire les consommateurs ce qu'ils voulaient. Vous pouvez faire consommer ce qu'ils voulaient. Après, puis ils consomment, puis ils payent, bien sûr. Et c'est en fait aux producteurs, donc au groupe de production, de s'adapter. C'est eux qui vont régler leur valeur de puissance pour effectivement garder la fréquence de 50 Hz en permanence. Donc pour équilibrer la production et la consommation à 50 Hz. Alors, c'était bien à une époque où la plupart des moyens de production étaient nationaux. L'hydraulique nationale, le nucléaire malheureusement, bon, c'est comme ça, le thermique, bon, et tout un tas d'autres. Donc là, si vous voulez, EDF ne s'intéressait pas trop à ce qu'on appelle les lots du marché. Ils avaient ce qu'on appelle des coûts marginaux. Bon, ils faisaient avec. L'électricité était un tarif régulé, réglementé, et on laissait faire le client, l'usager. À l'époque, c'était un usager, c'était pas un client. Maintenant, c'est devenu un client. Et les producteurs, de plus en plus, sont privés. Hein. Pour vous donner un exemple, les moyens de production, effectivement, ont été privatisés, pour partie. On a accès maintenant à plusieurs fournisseurs d'électricité, dont la plupart sont privés, mis à part EDF. Hein. Et Bruxelles et l'État français, qu'ils ont trouvé que justement la concurrence n'était pas assez favorisée par rapport à EDF, qu'EDF avait encore trop de clients et trop de producteurs. Il a imposé à ses concurrents, enfin il a imposé EDF, on a imposé à EDF de revendre à prix coûtant un quart de sa production nucléaire à ses concurrents. D'accord? C'est le jackpot pour eux, hein, franchement, parce qu'ils achètent à prix coûtant, quoi, puis ils revendent, alors là, ça y va, quoi. Voilà. C'est un exemple hein, de dérégulation. C'est ce qui est voulu par l'Europe depuis 30 ans. Et donc ces producteurs privés, qui vont de plus en plus grand nombre, puisqu'on est en train de brader l'hydraulique aussi vers le privé, hein, ces producteurs privés ne vont pas être intéressés pour moduler leur puissance pour des cacahuètes. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de produire, de se coupler au réseau le plus longtemps possible et de produire à puissance maximum le plus longtemps possible, pour gagner le plus que des cacahuètes. Donc, grâce au compteur Linky, on va pouvoir, en fait, non pas moduler la production, mais moduler la consommation. On ne va pas, non pas moduler la production, mais moduler la consommation. On va augmenter ou baisser la consommation des clients, des usagers qui sont devenus des clients. À titre individuel ou de la masse? Les deux. Ouais. Individuellement, si une personne accepte, parce qu'après, pour l'instant, ça c'est par acceptation, bien sûr, hein, mais si une personne accepte qu'on régule sa consommation en fonction des besoins en énergie ou des courbes de charge, eh bien, ça se fera automatiquement. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Eh bien, c'est qu'en fait, on va sortir du tarif réglementé, qui est quand même quelque part une sécurité, parce qu'on sait que l'électricité ne peut pas être augmentée comme ça du jour au lendemain, pour un an. Et ça permettra, en fait, aux producteurs et aux fournisseurs d'énergie de vendre leur électricité en fonction du coût du marché, à l'instant T. On sait que les coûts du marché, l'électricité s'achète sur des qu'on appelle des hotspots à Bruxelles, il y a des ventes d'énergie, et c'est là, en fait, que les tarifs se fixent, en fonction, justement, de tout un tas de critères que je ne vais pas évoquer. Et dans 3-4 ans, je pense que ce sera après le déploiement des compteurs Linky, à la fin du déploiement, on va certainement s'acheminer vers des tarifs qui vont varier toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, le tarif peut bouger. Et ça bougera comment? En fonction du prix du marché. Donc comme ça, les fournisseurs d'énergie seront sûrs en permanence de faire des bénéfices. Voilà. Alors c'est légal, mais c'est pas légitime. C'est rien de le dire. Hein?
Voilà. Donc ça, c'était pour, voilà, c'était pour vous dire les véritable activité des compteurs Linky, indépendamment de la captation des données, de la revente des données, de la surveillance de masse, enfin bon, j'en passe des meilleurs, hein, bien sûr. Le courant porte-ligne ne devrait pas normalement rentrer dans la maison si c'était uniquement pour collecter les données de consommation, mais dans la mesure, ils ont besoin de faire ce dont je vous parle, il faut que le courant porte-ligne circule dans l'habitation. C'est la raison pour laquelle, en fait, il n'y avait que cette technologie-là qui était intéressante. Parce que si on émettait des radiofréquences, si le compteur émettait des radiofréquences aériennes vers un concentrateur, en fait, il n'aurait pas pu capter, enfin, dialoguer, a priori, avec les objets de la maison. Si on envoyait les consommations par la DSL, par Internet ou par fibre optique, c'était pareil, on ne pouvait pas non plus avoir un dialogue avec les appareils de la maison. Il n'y a que le courant porte-ligne qui était capable de faire ça. C'est la raison pour laquelle ça a été choisi. Au labo de Robin et Toit, on a mis au point un détecteur de courant porte-ligne, justement, et puis on a fait le test dans une maison qui n'était pas équipée de compteur Linky, mais dont les voisins l'avaient. On a bien vérifié, in situ, que le courant porte-ligne était, même sans compteur Linky dans la maison, on avait des trames de courant porte-ligne, bien sûr. Il peut pas, le compteur n'est pas équipé de filtres. Donc s'il n'y a pas de filtre sur au niveau du compteur, nécessairement le courant porte-ligne pénètre dans l'habitation. Bien sûr, l'exemple, c'est intéressant. On avait envoyé une mission téléphonique d'aller faire 3 régions. C'était dans les Deux-Sèvres, je crois, dans les côtés de Niort. Alors en fait, c'était Enedis et le syndicat d'énergie des Deux-Sèvres, qui dans la grande mansuétude prenaient en compte les cas de 2 électrohypersensibles, et pour leur rendre un immense service, ils leur ont installé un compteur Linky, mais par contre, le compteur Linky, ils n'ont pas mis initialement le compteur qui d'origine était dans la maison, ils l'ont déplacé à l'extérieur, de façon à pouvoir moins les gêner. Voilà. Mais c'est de l'enfumage, puisqu'on sait très bien que le compteur soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, c'est pareil. Le courant porte-ligne circule partout. Donc c'est pareil, c'est une désinformation totale. Là, juste petite question, est-ce qu'il est plus dangereux à l'intérieur de la maison du fait de la force des ondes ou à l'extérieur? Non, c'est équivalent. C'est équivalent. D'ailleurs, si on parle du courant porte-ligne de Linky, puisque le courant porte-ligne circule du coup des compteurs vers les concentrateurs, donc il passe évidemment sur les réseaux électriques extérieurs, on est bien d'accord. Hein. Et en fait, il est plus dangereux, il n'y a plus de rayonnement à l'extérieur qu'à l'intérieur des maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les maisons, les câbles de la phase du nœud notamment sont extrêmement proches. Ils sont dans des gaines, ils sont collés l'un contre l'autre. Or, le rayonnement dû au magnétisme, justement, est d'autant plus important dans un câble de 220 monophasés si la phase et le nœud sont distants. Pourquoi? Parce que l'écartement, justement, ça augmente la surface émissive du rayonnement. Donc, et dans la rue, en fait, on a des gaines qui sont très larges, les conducteurs sont vraiment distants aussi, sont écartés les uns des autres, donc on a un rayonnement encore plus intense. Alors, le téléphone mobile, donc j'en ai quand même largement parlé. Alors, la différence, je vais juste faire le point sur la 4G et la 3G. La 3G, quand une antenne détecte un téléphone dans son périmètre d'activité, que ce téléphone demande effectivement l'autorisation de se connecter, d'émettre, etc., de recevoir, la 3G va ouvrir une communication avec ce téléphone en 3G uniquement le temps où le téléphone est vraiment actif. C'est-à-dire si la personne qui a ce téléphone passe un appel ou se connecte sur Internet ou sur ses messageries, donc, etc., envoie et émet des données, la communication s'établit. Dès que l'appareil passe en mode veille, c'est-à-dire que la communication, enfin que la personne qui a le téléphone arrête de téléphoner ou arrête d'être sur Internet ou autre, la communication s'arrête. La bande de fréquence qui a été envoyée arrête de fonctionner. Hein. Donc il n'y a plus d'émission. Ni de radiofréquence. La 4G, par contre, ça fonctionne de façon très différente. La 4G, dès qu'un téléphone de 4G est dans la zone d'action, à ce moment-là, il y a une communication qui s'établit. Alors la spécificité de la 4G, c'est que la bande de fréquence, la largeur de bande, qui permet de plus de transmission de données, justement, est plus importante que sur la 3G. Mais surtout, c'est que cette communication s'établit en permanence, tant que le téléphone se trouve dans le périmètre de l'antenne, même si ce téléphone n'est pas utilisé. Il faut quand même qu'il soit allumé, mais s'il n'est pas utilisé, la bande de fréquence permanente s'établit. Ça veut dire que la 4G est beaucoup plus nocive sanitairement. Hein, parce que la 3G, c'est par intermittence. La 4G, c'est permanent. C'est pour ça que j'en veux pas. Voilà, c'était la dernière technique. Hein. Alors, j'ai parlé de l'abandon du RTC, réseau téléphonique commuté.
On appelle ça aussi le réseau cuivre. Donc c'est un réseau qui a au moins une bonne centaine d'années. On appelle ça le réseau cuivre. Alors c'est un réseau qui a, en France, on dispose de 120 millions de kilomètres de réseau, et qui se répartit sur 18 000 poteaux. Alors, il existe actuellement encore, il y a de moins en moins de gens qui y sont abonnés, parce qu'il y a plein de gens maintenant pour lesquels l'opérateur propose ce qu'on appelle le téléphone par la DSL, par la box internet, hein, d'accord. Donc ça reste filaire, mais c'est du numérique par internet. Malgré tout, alors, l'opérateur Orange, qui a la mission de service public par rapport à ce RTC, a décidé de ne plus le maintenir à partir de 2019 et de ne plus prendre de nouvel abonnement à partir de 2020. Et ensuite, ce réseau sera abandonné en 2022. Alors, par contre, ce réseau-là continuerait à être utilisé pour la DSL. Puisque vous savez que le réseau commuté utilise son réseau cuivre pour la transmission du téléphone filaire, mais aussi pour l'internet ADSL. Hein. C'est pas la même technologie de transmission de données, mais c'est pas le même protocole, mais par contre c'est le même câble, c'est le même tuyau. Il continuera à être utilisé pour ça, au moins jusqu'à ce que la 5G soit vraiment opérationnelle. Après on verra. Et donc c'est la Orange, qui a une mission de service public, se doit doter chaque utilisateur, chaque citoyen, de la possibilité de ce qu'on appelle un service téléphonique universel. SUT, je crois, un truc comme ça. Service universel de téléphonie. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on doit être capable, à un prix très modeste, d'équiper les gens d'un service téléphonique. Hein. Alors actuellement, je ne sais pas combien ça coûte un abonnement de ligne fixe par le RTC. Peut-être 20 € par mois, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, c'est ça. Bon, là, ils vont justement continuer à proposer ce service minimal à 22 € par mois, mais par contre, évidemment, alors avec un modem, donc une espèce de box simplifiée, qui ne permettra que de se raccorder qu'à un réseau téléphonique. Il n'y aura pas d'internet, il n'y aura pas de télé, il y aura juste une box simplifiée qui permettra de téléphoner. Il n'empêche que c'est quand même un réseau internet, enfin un réseau numérique, d'accord. Et le pire, c'est qu'il y a certains opérateurs, SFR en premier, qui eux veulent aller plus loin. Vous utilisez les anciennes lignes, je crois. Alors ils vont simplement en fait doter le téléphone dit fixe d'une carte SIM. Ouais. Voilà. Donc là, on aura encore un téléphone mobile fixe, quoi. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce réseau téléphonique commuté, si par exemple on avait un blackout généralisé d'électricité en France, hein, permettait un minimum de communication. Alors, à ceci près que les centrales téléphoniques sont quand même alimentées pour des 44 volts. Hein, donc il faut quand même des batteries. Mais bon, les batteries, avec un groupe électrogène, on peut les alimenter aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc en absence globale d'électricité, bien évidemment, on est capable de pouvoir communiquer avec ce réseau téléphonique commuté, à condition qu'il n'y ait pas de vent en même temps que les lampes tombent sur les lignes téléphoniques. Voilà. Comme ça s'est produit en 1999. Donc les pouvoirs publics, les opérateurs mettent des œufs dans le même panier, puisque ça veut dire qu'en fait, le jour comment maintenant on sera entièrement dépendant d'électricité, le jour où effectivement il n'y aura plus rien, eh ben, on n'aura plus rien. Hein, c'est retour à la bougie et puis au pigeon voyageur. Alors maintenant, on va passer donc à la 5G. Alors, donc la 5G, alors c'est un exemple manifeste de ce qu'on appelle la mondialisation des technologies. Hein. La 5G, ça va en fait être déployé à partir des réseaux de satellites. Il y en aura environ 6 à 700 qui seront installés à environ 1200 km de la surface de la Terre. Il y aura aussi quelques satellites géostationnaires qui vont se retrouver encore plus haut. Il y en aura quelques-uns qui seront à 18 000 km, un truc comme ça. Voilà. Ces satellites vont envoyer des fréquences 5G qui seront reçues dans différentes zones par des antennes situées qu'on appelle en point haut, donc sur des hauteurs, qui vont ensuite réémettre vers des petites antennes qui vont se trouver au niveau de notre nez, dans les bâtiments, dans les lampadaires, dans les abribus, dans les poubelles, etc., etc. Et ces petites antennes, en fait, elles auront des pouvoirs d'émission sur 100 mètres environ.
Ça veut dire qu'en fait, il faudra tout les relayer tous les 100 mètres. Alors pourquoi? C'est parce que plus on monte en fréquence d'émission, et plus en fait la distance de propagation est faible. Hein, quand on a des fréquences, par exemple de l'ordre de quelques mégahertz, on peut avoir, c'est une question de longueur d'onde, on peut avoir des distances de propagation sans atténuation de signal de plusieurs kilomètres. Quand on arrive à des fréquences comme ça de la 5G, qui vont aller de 5 GHz à 30 GHz, voire plus dans le futur, là on se retrouve confronté justement à des distances de propagation très faibles, avant atténuation, et surtout, la moindre obstacle arrête l'onde. Par exemple, les feuilles des arbres. C'est la raison pour laquelle dans les villes des villes de France où il y a une expérimentation qui est lancée, notamment de Toulouse, Grenoble, Annecy, Chambéry, etc., Lyon, ils ont commencé à raser les arbres. Mais ils disent pas que c'est pour ça, attention. Ils disent pas que c'est pour ça. Voilà. Si. Voilà, ça a commencé en Angleterre, en Europe, là, et en Angleterre, ça fait une levée de bouclier, la population s'est révoltée contre ça. Ouais. Voilà. Mais c'est arrêté par les bâtiments aussi. Ah oui, bien sûr. Et bien alors, il faut pas enlever les bâtiments. Mais pas par les fenêtres, C'est pour ça qu'ils vont mettre des répéteurs, des émetteurs, carrément, ils vont demander l'autorisation des populations pour mettre des émetteurs carrément au niveau de leurs fenêtres. Voilà. De toute façon, ils proposent même aux gens maintenant, ils vont leur proposer de mettre des mini-antennes Wi-Fi chez eux, qui vont récupérer le signal 5G justement dans l'habitation, puis ils vont les mettre à l'intérieur. Comme ça, on n'a plus de problème de propagation. Enfin, ils sont malades, de toute façon, ils ont toutes les astuces. Donc, et en plus, ces petits émetteurs vont collaborer entre eux, hein, de façon à pouvoir focaliser le signal avec une intensité maximum. Hein. Alors, ils sont obligés de quand même se limiter en puissance, hein, parce que les émetteurs 5G qui émettent à des fréquences de 30 GHz, c'est carrément, ça cuit son moineau, quoi, quand même, hein, c'est très dangereux, quoi. Donc, ils font attention à ne pas mettre trop de puissance, c'est pour ça qu'ils en mettent tous les 100 mètres. Hein. Alors ça va permettre de faire prospérer l'industrie des objets connectés, bien sûr, hein, donc du numérique. Ça va permettre aussi, en installant partout sur les bords des routes, de faire fonctionner les voitures autonomes, hein, bien sûr. Ça va permettre aussi de gagner énormément d'argent, à tel point que structurellement, rien n'est encore vraiment prévu en Europe pour déployer ces réseaux. Mais déjà, ils y pensent fortement, il n'y a même pas des téléphones qui vont, enfin bon, etc. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que dans le monde entier, la technologie 5G, l'industrie du 5G, va faire gagner environ 1300 milliards de dollars aux opérateurs. 1300 milliards de dollars sur les 10 ans à venir. Donc vous voyez un peu le pactole. C'est un jackpot. Hein, voilà. Et là, effectivement, on va se retrouver... Le 5G, c'était dénoncé par des cohortes de médecins, il y a tout un tas en Allemagne, justement, il y a un appel de centaines de médecins, aux États-Unis aussi, en Angleterre, enfin partout, qui exhortent vraiment les gouvernements à stopper ce déploiement, parce que c'est réellement génotoxique. C'est génotoxique. C'est encore le mot est faible. Quand on sera tous morts, ils n'auront plus personne pour leur filer. C'est leur problème après, hein, bien sûr. Oui, quand il n'y aura plus personne pour payer. Il y aura des malades, ça montera le pic. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer au fin du fin? En fait, j'avais conclu dans mon truc, je disais, le dernier titre, c'est de l'univers à l'uni. Ça veut dire qu'en fait, actuellement, on se retrouve confronté avec une multitude de réseaux de transmission de données, aériens, ou par courant porte-ligne, etc. Grâce à la 5G, ils vont certainement unifier le système de transmission de données. Et on va se retrouver avec un standard mondial, où en fait, on va tout arrêter pour passer à la 5G. Ça veut dire qu'on va aussi arrêter l'Internet par la DSL, et puis en fait, on n'aura plus que des réseaux aériens, il n'y aura plus de filière, plus du tout, c'est fini. On s'arrête. Voilà. Hein. Donc, pour conclure, parce que Marc me reste là, je dirais simplement qu'il faut réfléchir à une véritable alternative pour ne pas justement revenir à la bougie et puis aux pigeons voyageurs. Il faut une alternative qui permet d'être modérée dans notre consommation de numérique, hein, réfléchir à nos besoins, et surtout aussi agir pour ne pas subir un futur sans avenir. Voilà. Et merci.
comme ça sera plus simple. Donc Robin des Toits, c'est une association, ce qu'on appelle aussi une ONG, organisation non gouvernementale, qui a été créée en 2004. Alors, son action au départ consiste à lutter pour modérer la prolifération des antennes relais dont l'implantation en France devenait hors contrôle. Elle a été actrice majeure dans la mise en œuvre de la loi du Grenelle des ondes en 2007, je crois, c'est ça, 2007 ou 2008 2007, je crois, Grenelle des ondes. Et ensuite dans la promulgation de la loi Abeille en 2015. Depuis 2016, le déploiement en force du compteur capteur communicant Linky a provoqué une levée de bouclier parmi les citoyens. Robin des Toits s'est inscrit dans cette action, et à présent le déploiement attendu de la 5G avec l'abattage des arbres qui en résulte pour que les ondes très haute fréquence puissent circuler librement suscite de multiples inquiétudes. Voilà. Donc Robin des Toits se met en ordre de marche face à ce défi, et notamment pour alerter les pouvoirs publics et la population, qui est au moins des consultations publiques dans cette aventure du tout connecté. Voilà. Donc nous on a des positions assez carrées par rapport à la modération d'exposition aux ondes. On a ce qu'on appelle des kits, des outils, des trousses à outils, etc. Si vous allez sur le site de Robin des Toits, vous trouvez tout un tas d'informations et de conseils et suggestions pour essayer de limiter votre exposition aux ondes à partir de chez vous, dans votre habitation, dans votre environnement, dans votre commune. Voilà. Et aussi inciter les gens à s'informer par eux-mêmes de leur environnement électromagnétique. Notamment, vous avez un site de la NFA qui s'appelle Carte Radio sur Internet, qui vous permettent de savoir à quelle distance se trouvent les antennes relais par rapport à chez vous. Par exemple, comme ça vous savez, une antenne relais ne va pas être à moins de... Enfin, pour que ce soit vraiment à peu près sécuritaire au niveau sanitaire, il ne faudrait pas qu'elle soit à moins d'un kilomètre. De préférence. Enfin, évidemment, sur Albi, c'est pas facile. Hein. Je reconnais que la plupart des gens ont des antennes à 200 ou 300 mètres de chez eux. Après, elles ne sont pas toutes, hein, avec la même puissance d'émission, mais dans l'absolu, ce serait avec au moins 1 kilomètre. Hein. Ben, la fibre, c'est un conducteur, c'est un câble. La fibre optique, en fait, c'est une fibre de verre synthétique qui est capable de transmettre 30 capacités de données, bien plus que la Wi-Fi, bien plus que le câble RJ45, on appelle ça le câble Ethernet, sur des très très grandes distances sans atténuation de signal. Même EDF, au début des années 2000, en fait, a commencé à équiper tous ces réseaux électriques, notamment haute tension, de fibre optique, de façon à pouvoir ensuite vendre de la fibre, justement, enfin, vendre, de la transmission de données à des communes, à des collectivités, avec des particuliers, etc. Alors c'est un réseau qui fonctionne extrêmement bien. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce début des années 2000, il n'y ait pas une décision nationale qui a été prise pour tout équiper en fibre optique. On aurait comme ça pu éviter la téléphonie mobile notamment, ou en tout cas l'acheminement des réseaux 3G, 4G sur des grandes distances par radiofréquence aérienne, simplement arroser les localités. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand les opérateurs vous disent, de téléphonie vous disent on vous rend la fibre, on vous pose la fibre, c'est pas vrai, parce qu'en fait c'est un mélange de fibre et de transmission aérienne. C'est un mélange. Par exemple, ils vont avoir par exemple des antennes relais qui vont communiquer entre elles par réseau hertzien, mais ensuite, il y aura peut-être de la fibre qui va arriver jusqu'à la commune. L'antenne relais se trouve peut-être à 1 km du village, ensuite ils vont mettre un réseau de fibre optique. Voilà. Ou alors c'est peut-être l'inverse. L'antenne relais va envoyer sur la commune en fait du réseau hertzien, puis ensuite il y aura effectivement un modulateur-démodulateur qui va ensuite alimenter la commune en fibre. C'est une prévision de réduire le nombre d'antennes par... Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Alors, la fibre optique, pour nous, c'est une technologie idéale. Mais il aurait fallu que ce soit un enjeu national. Ça aurait dû être un chantier national. C'est pas à confier à des opérateurs privés. C'est au niveau départemental, déjà, c'est une volonté quand même. Alors justement, dans la zone de Castres, dans la commune de Castres, justement, ils ont décidé de généraliser les fibres optiques. A contrario, au nord du département, du côté de Montfranc, Basto, Bexeil et compagnie, par contre là, c'est du Wi-Fi Max, c'est-à-dire c'est du Wi-Fi géant. Comme ils n'ont pas d'internet, ils ont très peu de téléphonie, enfin ils ont des grosses antennes de téléphonie mobile, mais par contre, pour avoir de l'internet, ils proposent ce qu'on appelle du WiMAX, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une grosse antenne qui va recevoir des modulations de fréquence donc équivalentes à 3G, 4G. Ils vont transformer ça en signal Wi-Fi avec une fréquence de 5,5 GHz. Ils vont transmettre ça à forte puissance sur environ une dizaine de kilomètres jusqu'à des hameaux qui sont mal desservis, soi-disant,
Et les gens qui vont s'abonner à ce réseau-là auront une antenne sur leur toit qui permettra effectivement ensuite d'avoir la télévision, l'internet, etc. Mais par contre, ils en vont profiter aussi tous les voisins de la radiofréquence. Et ça, c'est encore le pire, ça, c'est le pire. Alors il y en a par exemple dans tout le Larzac aussi. Larzac, c'est une zone peinarde, presque blanche maintenant. Ils ont toutes ces zones blanches, de toute façon, ils équipent ça avec du WiMAX. C'est extraordinaire. Alors, dans le temps, le WiMAX, c'est Eutera. Eutera, c'est une scoop qui dépend du Conseil général. Alors, au labo de Robin des Toits à Toulouse, on teste aussi des filtres. On en a testé 3 ou 4. Alors, pour faire simple, il existe deux catégories de filtres. On appelle ce qu'on appelle les filtres parallèles et les filtres série. Alors, les filtres série sont en général les plus chers, les plus lourds, les plus gros, encombrants. Et ils se branchent en fait en série sur l'installation électrique entre le compteur et le tableau électrique. Ils sont en général plus lourds parce que équipés de ce qu'on appelle de tores en ferrite. Ce sont des grosses structures en ferrite qui permettent justement de stabiliser le signal et de mieux le filtrer par la suite. Un filtre, c'est composé, en général, d'une façon générale, c'est en fait une capacité et une résistance. Il y a une capacité de résistance sur la phase, sur le neutre, et ça en fait évacue les fréquences, la gamme de fréquences à filtrer vers le réseau de terre. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les filtres parallèles. Les filtres parallèles, ce sont des simplifiés. En général, c'est comme des boîtiers CPL Internet, qui se branchent directement sur une prise. Voilà. Alors ceux-là sont en général moins chers. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent moins bien. Justement, on en a testé 3 ou 4. Et on s'est rendu compte que le filtre à 59 €, pour une maison de 100 mètres carrés, il en faut simplement 2, qui se branchent directement sur une prise, donc sans intervention d'un électricien, a une très bonne atténuation du courant porte-ligne de compteur Linky. Alors on retrouve une sinusoïde presque parfaite. On a tout l'écrêtage qui s'en va. Voilà. A contrario, des filtres que je nommerai pas, qui coûtent entre 600 et 1200 € n'ont pas des performances extraordinaires. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que la capacité d'un filtre à filtrer dépend aussi justement du courant qui circule dans l'habitation. En général, un courant dans l'habitation est alimenté par un courant qui fait quelques dizaines d'ampères. Si par exemple, si on a un abonnement de 6 kW, ça veut dire qu'on est capable de recevoir un courant jusqu'à 30 ampères. Si c'est 12 kW, c'est 60 ampères, etc. La plupart des filtres commencent à voir leur performance baisser à partir de 40 ampères de circulation de courant. Donc il faut choisir ces filtres en fonction de ces critères-là aussi. Il y a des filtres qui disent qu'ils sont performants jusqu'à 40 ampères, d'autres jusqu'à 60, donc il faut bien choisir, il faut faire attention. Voilà. Et aussi, pour qu'un filtre soit efficace, il faut que le réseau de terre de l'habitation soit assez correct aussi. Parce que comme les fréquences filtrées sont envoyées vers la terre, il est nécessaire que le réseau de terre soit bon. Ça m'intéressait, je vois pas mal de trucs passer. Tu dis qu'en Angleterre, ils se révoltent. Sous quelle forme? Comment ça se passe? Justement, ça a commencé par la synchronicité entre l'abattage des arbres et les expérimentations de 5G avec des antennes qui étaient installées, justement. C'était fait de façon simultanée dans les villes concernées. Et les populations ont très vite fait la relation, bien sûr, entre les deux. Ils ont commencé à se plaindre et à faire rentrer en résistance carrément. Ça s'est fait aussi en Californie. En Californie, il y a des villes américaines qui interdisent les déploiement de la 5G. Alors que le lobby des opérateurs avait fait pression sur le Congrès en Californie pour rendre obligatoire la 5G. Et empêcher les maires de s'opposer. Ça n'a pas marché, heureusement. Mais pourquoi il faut couper les arbres? C'est de l'obstacle. Oui, parce que c'est surtout les feuilles qui sont un obstacle. Les feuilles des arbres, c'est un obstacle. Puisque vous dites qu'il faut multiplier les antennes. Non, mais elles sont à hauteur d'homme. Elles sont à notre niveau. Elles sont au niveau des habitations. Elles sont au niveau des habitations. Donc, la propagation du signal doit pouvoir se faire sur 100 mètres pour être relayée par l'antenne suivante. Mais sur 100 mètres, il y a des arbres. Il faut les virer. Oui, mais il suffit que l'antenne soit juste au-dessus de la cible. Ah non, il ne faut pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle un azimut d'antenne. Il faut vraiment qu'elle soit, qu'elle ait une orientation bien spécifique pour être efficace. Et en plus, ces antennes-là pivotent sur l'autre de façon à se diriger au maximum vers le... D'accord, mais en hauteur, c'est pas limité.
Pourquoi c'est juste au-dessus de la cime des arbres, ça passe. Ça dépend de quels arbres. Si c'est un noyer platane, d'accord. Si c'est un peuplier, ça ne le fait pas. Ça dépend des poignées. Ouais, oui, mais c'est plus facile d'abattre un arbre que de mettre des poteaux. On peut supposer, c'est générique, c'est définitif. Ouais, mais nous emmerdent les arbres. Pour les filtres? Ah, bien sûr que non. Alors, il y avait autrefois des filtres, justement, qui étaient agréés EDF, parce que EDF lui-même les utilisait, notamment ce qu'on appelle les circuits bouchons d'autrefois. Comme on sait que les réseaux électriques sont des véritables éponges pour tous les rayonnements haute fréquence qui circulent dans l'atmosphère, et donc les câbles électriques les absorbaient, et ensuite on retrouvait un signal très sale du 50 Hz justement dans les habitations. Alors, à partir des années 80, conscient de ça, EDF s'est mis à installer sur tous ces réseaux électriques, en fait, ce qu'on appelle des circuits bouchons. C'est effectivement un système de filtration qui permettait d'éliminer toutes les fréquences parasites supérieures à 1000 Hz. Mais avec l'avènement des compteurs Linky et des courants Portaline, qui a des fréquences circulantes de plus de 10 000 Hz, et bien ils ont enlevé tous les circuits bouchons. Donc on a une électricité encore plus simple qu'avant, même sans Linky. Quel était l'inconvénient justement de ces courants parasites pour EDF? Eh bien, c'est que ça faisait un signal très sale. En fait, on avait comme pour le courant Portaline de Linky, on avait la sinusoïde de 50 Hz qui était écrétée, avec des harmoniques, avec des fréquences qu'on n'arrivait pas à maîtriser. Et ça perturbait beaucoup le fonctionnement des appareils électriques de grande puissance, comme les moteurs, comme les fours à arc, etc. Enfin, tous les appareils qui ont de l'électronique de puissance. Ils ont fait le pari de perturber quand même ces appareils. Absolument, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Ils ont fait le pari, comme tu dis, oui. Espérons qu'ils vont le perdre. Et dans la mesure où c'est une installation interne privée, ils peuvent réagir. C'est-à-dire, tu parles par rapport au filtre? Par rapport au filtre. Alors, ils ont quand même mis des bémols, notamment dans les conditions générales de vente, qui étaient sorties de façon unilatérale il y a un an. Ils expliquaient dans une des clauses, je crois qu'il fallait surtout pas qu'une installation du client génère des harmoniques qui pourraient perturber le réseau extérieur d'électricité. Alors justement, c'est les filtres qui étaient concernés, parce que le filtre, dans la mesure où il y a effectivement un condensateur, ou une inductance, peu importe, c'est une électronique qui génère des courants parasites en termes d'harmonique. Harmoniques, ce sont des harmoniques qui donnent des valeurs multiples de la fréquence de 50 Hz. Voilà. De la même façon que le courant Portaline du compteur Linky génère des harmoniques aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui va perturber justement les appareils domestiques de la maison, qui les fait dysfonctionner, voire tomber en panne. Et donc, parce que les moteurs électriques, par exemple, des industries, des ateliers, des artisans, enfin tout ce qui est électronique de puissance, électricité de puissance, génèrent beaucoup d'harmoniques, notamment au démarrage et à l'arrêt, qui vont perturber le réseau extérieur. Donc en fait, EDF se prémunit de ça. Par contre, maintenant, il ne se préveut pas d'injecter chez les clients, justement, par le compteur Linky, des courants parasites. Est-ce que ça veut dire que les filtres sont hors la loi, ou par rapport à un problème d'assurance éventuellement, ou... Non, pour l'instant, non, parce que les conditions générales de vente disent que le client ne doit pas polluer le réseau extérieur, mais bon, il faut encore qu'il en apporte la preuve. Il faut qu'il vienne faire des mesures. Et en plus, un filtre, ça m'étonnerait que le filtre génère des harmoniques qui passent à travers le compteur et qui polluent vraiment le réseau extérieur. Le réseau extérieur est déjà largement pollué, je peux te dire. Par EDF lui-même, d'ailleurs. Parce que les données de consommation sont collectées à l'entrée du compteur. Les filtres, en fait, ils vont filtrer le courant porte-ligne entre le compteur et la maison. Donc ça n'empêche pas l'émission des données, la collecte et l'émission des données vers le concentrateur. Ça n'empêche rien. Par contre, le filtre empêchera justement le compteur Linky de pouvoir établir une connexion et un contrôle commande avec des appareils connectés de la maison. Si les appareils
Puis c'est, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui. S'ils sont pas, vous dire s'ils sont pas reliés électriquement au réseau, c'est ça? Si. Connectés. Ils sont connectés, mais le frigo, si on l'achète aujourd'hui, il y a je sais pas quoi dedans. Ah oui. Ça sera neutralisé par un. Enfin, ce ne sera pas neutralisé, mais la communication pourra pas s'établir. Très bien. Par contre, Donc ils ne sauront pas, en fait, si c'est un cinéma ou si c'est un machine à laver. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Vous confondez deux choses, là. Vous confondez, en fait, le fait que lorsqu'un frigo s'allume, enfin, on le branche ou un appareil électrique assez puissant s'allume. En fait, pendant environ 10 à 20 secondes, il y a une surconsommation momentanée qui peut atteindre 4 ou 5 fois sa valeur normale. Et cette surconsommation, en fait, génère une perturbation de la courbe de fréquence qui est une signature électronique spécifique à l'appareil et qui est détectable effectivement sur ordinateur. On l'a fait nous avec Denis, ça se voit parfaitement bien. Et à EDF, ils savent le faire aussi, donc ils sont capables de savoir, lorsqu'un appareil s'enclenche, s'ils ont ce qu'on appelle une récurrence de captation des données assez courte, c'est-à-dire de l'ordre de quelques secondes, et de transmission, avec une courbe de charge qui remet en forme, ils arrivent à savoir à l'instant T, tiens, c'est un frigo qui s'est allumé, presque la marque, hein. La télé s'est allumée, c'était la TF1 parce qu'à ce moment il y avait tel programme avec tel film ou telle émission qui était tel quartier, etc. Il y avait tout ça. Pardon? On voit que c'est les chaînes et tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais ils ont des algorithmes très puissants. On est dans le monde numérique maintenant, attention. Et donc, ça. Et donc, ça, par contre, c'est ce qui fait déclencher le compteur Linky, enfin, ce qui fait déclencher l'interrupteur dans le compteur Linky, parce que lui a une tolérance zéro. Donc, je vous dis, un appareil qui s'enclenche a une consommation momentanée jusqu'à 4 fois supérieure à sa valeur normale. Donc, ça peut vraiment aller comment dire, au-delà de la puissance souscrite par l'usager, et donc faire déclencher le compteur Linky, alors qu'avant, le disjoncteur AGCP qui lui effectivement faisait la veille avait une tolérance beaucoup plus importante. Hein. Donc c'est une raison majeure de déclenchement. Ce dont je parlais, c'était simplement le fait que par le courant porteur ligne, on puisse prendre le contrôle commande d'un appareil connecté. Ce sont des appareils, la plupart des appareils, électroniques modernes, que ce soit les domestiques, enfin électroménagers, télévision, ordinateurs, tout ça, maintenant sont équipés d'un système de démodulateurs qui permettent d'entrer en communication à distance avec eux. Par le courant porteur ligne, ou par aussi des émetteurs récepteurs de radiofréquence. Hein. Justement, le compteur Linky est équipé on peut en ficher ce qu'on appelle un module émetteur radio Linky, qui émet de la fréquence proche du Wi-Fi, et qui permet de communiquer avec tout appareil qui est équipé aussi du modulateur équivalent à l'intérieur d'usine. Et ça permet aussi, c'est complément par rapport au courant porteur ligne, parce que si un objet connecté n'est pas relié au 220, s'il fonctionne avec une pile par exemple, eh bien avec l'ERL on peut rentrer en communication avec eux. Donc ça veut dire que l'ERL plus le CPL du compteur Linky, on a le contrôle de toute la domotique de la maison. Alors en théorie oui, enfin en théorie puis aussi sur le plan éthique et légal. La CNIL a demandé, EDF soi-disant, Enedis s'y est conformé, c'est-à-dire que la courbe de charge que le client équipé des compteurs Linky pourra aller voir consulter sur le site internet dédié, devrait avoir des points horaires. Et pas demi-horaires, normalement. Sauf que ces points horaires, ça correspond à une moyenne de valeurs qui ont été calculées directement dans le compteur Linky lui-même, qui est un microprocesseur avec le compteur Linky, c'est un petit ordinateur. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui est transmis au centre de traitement d'Enedis. Est-ce que c'est la valeur moyenne ou est-ce que c'est l'ensemble des valeurs qui ont été collectées? À quel pas de mesure, on ne sait pas. Et ensuite, la valeur moyenne est calculée sur place. On ne sait pas. Hein. Moi, je pense que en fait, la recommandation de la CNIL, c'est de l'enfumage pur et simple, parce qu'en fait, Enedis, c'est très bien, qui peut récupérer toutes les données qu'il veut des compteurs Linky. Pour preuve, quand on regarde les trames de courant porteur ligne qui circulent dans une maison ou à l'extérieur, il y en a des tonnes.
Il y en a pratiquement, dans une maison, il y a environ entre 6 et 10 trames par minute. Donc ils ne nous disent pas que les données sont collectées 2 fois par jour, c'est pas vrai. C'est du grand n'importe quoi. Donc je pense personnellement que entre 6 et 10 par minute. Entre 6 et 10 par minute. 6 et 10 par minute. Ouais. C'est eux qui envoient des pics, c'est ça? Non, c'est le courant porte-ligne en fait qui émet des données, qui transite des données. Ces données-là vont vers le centre de traitement d'Enedis. Donc on peut considérer qu'un compteur en moyenne émet entre 6 et 10 grammes de données par minute vers Enedis. Ça veut dire qu'ils captent les données de chez nous, de notre consommation? Oui, c'est ça, 10 fois par minute? Donc la CNIL, elle peut rien pour ça, elle est débordée par tout ça. Non, c'est pas que débordé, simplement que c'est, comment dire, ça correspond encore à une fabrique c'est un enfumage par rapport à la population. On vous met la clinique d'un côté, le gendarme soi-disant de la protection des données, de l'autre côté les opérateurs tels que Enedis, en fait, qui disent en façade, nous respectons les recommandations de la CNIL, mais en arrière-boutique, ils en font ce qu'ils veulent. Et Enedis revend les données. Enedis revend les données qui collectées chez les clients. Pour preuve, dans les centres de traitement de Enedis, ils ont des services qui s'appellent la fabrique du numérique, qui sont constitués d'énormes ordinateurs avec des gros logiciels, des gros algorithmes, et ils sont capables de réidentifier des données dites anonymisées. C'est-à-dire qu'en fait, quand d'un compte en ligne qui est lambda, des données sont transmises, elles sont dites cryptées et anonymisées. Quand Enedis le reçoit, soi-disant, il ne sait pas d'où ça vient. Sauf que quand même, il connaît le point de livraison, le client a facturé, d'après tout. Cela étant, il passe ça dans une grosse babasse, et ensuite cette babasse est tellement puissante et tellement de capacité logicielle qu'elle est capable de réidentifier les données qui sont reçues et de les relocaliser à la maison près. Et sur le plan médical, dès qu'on reçoit un stress de l'environnement, l'organisme reçoit un stress, en général détecté au niveau des hypothalamus, il me semble, on peut arriver ensuite à une réaction globale de l'organisme jusqu'à la production d'un symptôme. Le mécanisme est identique pratiquement quelle que soit la cause de stress environnemental. Qu'on soit en présence d'une pollution sonore, bruit des éoliennes par exemple, pollution électromagnétique, une pollution, un stress psychologique, enfin, une pollution de l'air, tout ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'organisme détecte ça, hypothalamus, il envoie ce qu'on appelle un message de stress oxydatif à toutes les cellules. Ça va être surtout centralisé au niveau de notre premier système immunitaire, qui est le système digestif. Ça va provoquer une inflammation généralisée du système digestif, voire de l'organisme entier. Alors, d'abord, au niveau du système digestif, ça va provoquer la perte de perméabilité de la paroi intestinale. La paroi intestinale, les intestins, c'est pas considéré comme intérieur à l'organisme, parce que le sang n'y circule pas. C'est la partie extérieure. Tout ce qui va d'ici jusqu'à l'anus, c'est considéré comme extérieur. Je l'ai pas vu comme ça. C'est pas intérieur. L'intérieur, c'est le reste. Donc la paroi intestinale, c'est en fait la barrière entre l'extérieur et l'intérieur de l'organisme. Si cette paroi intestinale devient poreuse, perd sa perméabilité, les toxines du système digestif liées à ce stress oxydatif, donc liées à cette conséquence extérieure, vont passer à travers cette paroi intestinale, ils vont aller dans le sang. Elles vont baigner donc le sang, va irriguer les cellules du corps et des organes de ces toxines, qui peuvent dans un premier stade générer des maladies inflammatoires de type auto-immune. Spondylite ankylosante, polyarthrite, maladie de Crohn. En allant plus loin, on peut se trouver aussi dans une situation, et ça, il était bien mis en évidence médicalement que les ondes électromagnétiques le génèrent, de ce qu'on appelle l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. C'est ce qui va protéger en fait le cerveau des toxines venant du sang. C'est comme une espèce de filtre. La barrière hémato-encéphalique en fait protège lorsque le sang pénètre cette barrière pour aller dans le cerveau pour irriguer les cellules neuronales notamment, permet justement d'éviter que les toxines se propagent à l'intérieur. C'est une protection. Et entre autres, donc les ondes électromagnétiques, leur exposition, justement, provoquent cette ouverture de barrière hémato-encéphalique. Alors heureusement, c'est pas irréversible, mais provoque souvent cette ouverture et pour des durées prolongées, notamment tout le temps d'exposition.
Et à ce moment-là, les toxines affluent dans le sang et on se retrouve avec des maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, autisme, tumeurs, hein, voilà, les tumeurs, le gliome, le neuroblastome, etc. Voilà, on retrouve des choses comme ça. Donc, si vous voulez, la toxicité de l'environnement extérieur, hein, dont fait partie les ondes, justement, hein, c'est une des causes juste de l'ouverture de ces barrières donc, intestinales et hémato-encéphaliques, qui va provoquer tout un tas de pathologies. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est difficile de dire, par rapport à notre environnement qui est maintenant extrêmement pollué, j'ai tel symptôme, c'est lié à l'exposition à ci ou à ça. C'est vachement difficile. Voilà. Mais par contre, l'exposition aux ondes, indépendamment du mécanisme que je vous décris, les symptômes, c'est en général de l'insomnie. Alors pourquoi l'insomnie? C'est parce qu'en fait, notamment la Wi-Fi, par exemple, la Wi-Fi la nuit dans la maison. La Wi-Fi, c'est une fréquence de 2,4 ou 5 GHz. Mais par contre, cette fréquence-là, le signal s'affaiblit extrêmement vite avec la distance. Donc, on a imaginé d'utiliser une porteuse pour allonger la longueur de l'émission du signal. Et la porteuse de la Wi-Fi, c'est 10 Hz. 10 Hz, c'est la fréquence globale de fonctionnement du cerveau. Le cerveau, quand il émet des signaux interactifs avec les différentes cellules, c'est à peu près cette valeur-là. Et quand on est en activité dans la journée, donc lorsque il n'y a pas de production de mélatonine, le cerveau a des valeurs de fonctionnement qui sont autour de 12-13 Hz. Hein. Par contre, la nuit, pour arriver à l'endormissement, il faut que le cerveau descende en dessous de ces 10 Hz. Autrement, il n'y a pas d'endormissement possible. Si on est en présence effectivement de ces rayonnements-là, on maintient une activité cérébrale au-delà de cette fréquence-là, notamment avec la Wi-Fi, et qui empêche l'endormissement. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour des personnes, oui. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bien clair, hein, c'est très intéressant ça. Donc, parce qu'il faut savoir que dans les écoles, on dit le Wi-Fi c'est pas dangereux parce que quand on mesure au bout de 3-4 mètres, c'est pas dangereux. Mais ce qu'ils savent pas, c'est pour ça que l'information du groupe qui s'occupe des écoles, on pourra en parler de ça, ce qu'ils savent pas, c'est que le Wi-Fi utilise une porteuse, un peu comme le courant électrique utilise des fils électriques, hein, c'est la même chose, une porteuse qui est la même fréquence pour nous permettre de nous endormir. Voilà. Donc les gosses qui ne dorment pas, qui sont surexcités, etc., il ne faut pas chercher plus loin, hein, s'ils ont le Wi-Fi partout dans les écoles. Et ça, on a un rôle à jouer, nous. Et chez eux aussi, chez eux, les parents aussi. Et bien sûr, à la maison. Donc éteindre la box, éteindre le Wi-Fi la nuit. On a beaucoup travaillé justement sur l'influence de l'électromagnétisme justement dans les réseaux de tension de 50 Hz. C'était le premier qui a travaillé sur qui a étudié en France, qui a mis en évidence justement les effets sanitaires des réseaux électriques 50 Hz. Il a été carrément ratibosé par le Conseil de l'Ordre. Alors, il a été tiré, ça a été l'horreur pour lui. Je vous enverrai une vidéo de ce monsieur. Alors, ce qui est arrivé, c'est que il avait énormément de patients qui avaient la sclérose en plaques. Il a réussi à les guérir. Oui, c'est vrai. Et les 600 patients qu'il a guéris, à peu près, je crois, ils sont montés au créneau pour le défendre, parce qu'il a été radieux du Conseil de l'Ordre. Évidemment, les autres y sont allés à fond, puisque la sclérose en plaques, c'est chasse gardée, on y va pour les médicaments. C'est très simple, hein, ça c'est le commerce. Ils sont montés au créneau, et Jacques Chirac l'a gracié. Donc il y a quand même une belle fin dans cette histoire. Voilà. C'est intéressant ce que dit Marc, parce que depuis une quarantaine d'années, il y a quand même beaucoup d'experts, de scientifiques qui ont fait des études très sérieuses, pas biaisées et indépendantes, et qui ont obtenu des résultats alarmants par rapport à cette problématique d'ondes. Ils ont systématiquement été l'objet de lynchage politique, médiatique et professionnel. Il y a des médecins, effectivement. Il y a des hommes politiques aussi qui sont assez courageux. Et puis, il y a des gens comme nous aussi les citoyens. On est là pour prendre de l'info et essayer de trouver des solutions pour transmettre l'info. Plus on transmettra l'info, plus l'opinion publique finira par se dire, voilà,